a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Envoyer des troupes au sol contre la deuxième puissance nucléaire mondiale, ça veut dire entrer en guerre mondiale. On va dire les choses très clairement. C'est ça que ça veut dire. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks », « jamais, jamais des avions »,« jamais, jamais des missiles de longue portée »,« jamais, jamais ceci » il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui disent « il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks ». Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif. Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine. Comment avez-vous réagi lorsque vous l'avez entendu dire ça hier soir? Mais ça ne fait que prouver les propos évoqués déjà par le président français, comme quoi il n'y a pas de tabou dans cette histoire. Donc, encore un tabou brisé, mais un tabou assez dangereux quand même, parce que la présence des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des pays de l'OTAN, et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il faut quand même s'en rendre compte. Au total, nous avons aujourd'hui 8 coalitions capacitaires qui existent. Nous avons acté de renforcer sur ces 8 coalitions capacitaires la dimension munitions et d'avoir une impulsion immédiate sur ce sujet. De redonner une impulsion à la coalition défense solaire, sur laquelle un besoin a été explicité par le président ukrainien, et de créer ce soir une 9e coalition, une coalition pour les frappes dans la profondeur, et donc missiles et bombes de moyenne et longue portée. Des frappes en profondeur. Emmanuel Macron était donc en train d'appeler de ses vœux l'envoi d'armes et de munitions pour que l'Ukraine puisse frapper la Russie, non pas sur le théâtre de guerre, mais sur le territoire russe. Un point crucial que l'OTAN a toujours refusé. L'histoire de l'aide occidentale à l'Ukraine a commencé par les gilets pare-balles et par les casques. Après, c'était des armes, des munitions. Après, c'était des chars. Aujourd'hui, là, on parle des avions de chasse et on commence déjà à parler des troupes. Donc là, quelle sera la prochaine étape? Rien ne me choque. Écoutez, moi je reproche plein de choses à M. Macron, pas cet accès de vérité. Il a raison de dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, si on exclut ça, oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on capitule, qu'on accepte l'idée que la Russie va gagner sur le sol et que demain elle s'en prendra à d'autres. Bien sûr, cette déclaration constitue un élément nouveau dans le discours du président français, mais pas trop nouveau, car en principe, les militaires occidentaux sont déjà présents sur le terrain depuis très longtemps, sous différentes formes, en tant que spécialistes militaires, conseillers militaires, services de renseignement, et les mercenaires, bien sûr. Souvenez-vous du président de la République française disant « il ne faut pas humilier la Russie ». Aujourd'hui, le même homme, le même président dit « la Russie a changé de posture ». Elle attaque la France, elle attaque les Européens et nous devons nous défendre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que fait la France pour que la Russie soit attaquée, nous le savons tous. La France fournit massivement les armes avec lesquelles les Russes sont tués. Alors, comment la Russie menace la France aujourd'hui? On aurait bien quand même connaître des preuves de ça. En annonçant hier soir la possibilité d'envoyer des soldats français combattre en Ukraine, et de livrer des missiles pouvant atteindre les villes russes, Emmanuel Macron nous prépare à une guerre contre la Russie, puissance nucléaire. La conséquence est de mettre en danger les Français, des millions de Français qui pourraient être victimes d'un tir nucléaire russe.
Ces déclarations totalement irresponsables, qui d'ailleurs ont été contredites par le Premier ministre des Pays-Bas et de la Suède, nous montrent à quel point cet homme est dangereux. Il veut masquer la faillite de son quinquennat. Avec des cyberattaques, avec des manœuvres de désinformation, que ce soit en France ou en Afrique, pourquoi cet affrontement de plus en plus vif avec la France, entre la France et la Russie? Moi qui ai consacré presque toute la carrière diplomatique aux relations franco-russes et bon, je m'y connais un tout petit peu, moi je me demande depuis quand la Russie a commencé à être une menace pour la France. Depuis 1814, lorsque la Russie n'a pas permis le démembrement de la France par les alliés de la coalition anti-napoléonienne, ou depuis 1914, lorsque la Russie a commencé l'offensive au front de l'Est, ce qui a permis à la France de gagner la bataille à la Marne, ou depuis 1916, lorsque la Russie a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France sur les fronts en Champagne, ou depuis 1944, lorsque Charles de Gaulle est venu voir Staline pour signer l'accord, où c'était le pacte de l'Alliance d'entraide, ce qui a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances vainqueurs contre le nazisme, et ce qui a permis à la France de devenir après le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou depuis 1946, lorsque la France a connu une mauvaise récolte et l'Union soviétique a envoyé 400 000 tonnes de blé à la France. L'Union soviétique qui était en ruine à l'époque. C'est depuis quand la France a commencé à détester la Russie? C'est pourquoi je demande la convocation du Parlement en vertu de l'article 35 de la Constitution qui oblige à un vote des parlementaires pour toute entrée en guerre. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a désavoué les propos insensés d'Emmanuel Macron en affirmant que les pays occidentaux n'enverraient pas de troupes en Ukraine. Même réaction pour le Suédois Ulf Kristersson et pour le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. L'homme est pourtant le favori des États-Unis pour reprendre la tête de l'OTAN après Jens Stoltenberg. Même la Pologne, qui ne rechigne jamais à souffler sur les braises avec la Russie, a pris ses distances vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il faut dire que ces propos sont littéralement irresponsables. Plaçant une cible dans le dos d'une France isolée et bien loin d'avoir les capacités militaires fantasmées par son président, il provoque inutilement la Russie, laquelle est en phase ascendante au vu de la situation militaire en Ukraine. Nous sommes avec Thomas Huchon, qui est journaliste spécialisé des questions Internet. Il regarde beaucoup les fake news. Il en a fait un livre d'ailleurs qui s'appelle Anti-Fake News aux éditions First Edition. Bonsoir Thomas Huchon. Il y a vraiment des hackers pro-russes en ce moment à l'œuvre sur les réseaux sociaux dans cette crise agricole? En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès qu'il y a un point de crispation dans une démocratie occidentale, on voit une volonté de la part des services russes officiels ou officieux d'amplifier la crise. C'est-à-dire que grosso modo, comme ça a été très bien expliqué par votre éditorialiste, plus c'est le bazar chez nous et moins on s'occupe du reste. Et donc, on l'avait vu pendant les Gilets jaunes avec le média Russia Today qui passait son temps à diffuser toutes les manifestations et à montrer que la France était un horrible pays peuplé de brigands habillés de jaune. Alors là, c'est Thomas Huchon et sa vue sur les Gilets jaunes, ça m'a fait bondir lorsque j'ai écouté ça. Donc, lors des Gilets jaunes, Russia Today, RT France, chaîne française avec l'accord de l'Arcom et du CSA, faisait son travail de journaliste en montrant dans les manifestations les uns et les autres, en montrant aussi les violences qu'il y a pu avoir et en essayant de donner la parole à tous ces gilets jaunes qui étaient là pour dire que ça n'allait pas, qu'il y avait une politique qui était contre finalement un certain progrès, un certain mode de vie et une certaine douceur de vivre en France. Et là, Thomas Huchon dit qu'en fait, non, la télé RT France montrait que c'était d'horribles personnes en jaune qui étaient là pour saborder la France. Voilà le mépris de classe, voilà où il se place, voilà aussi le degré zéro du journalisme, c'est-à-dire parce que vous faites votre travail, vous êtes en fait de l'ingérence parce que vous montrez les failles. Or, le journalisme, n'en déplaise à beaucoup, c'est de la critique sociale, c'est appuyer là où ça fait mal. On l'a vu à d'autres moments, on l'a vu pendant la campagne américaine de 2016 et de 2020. Il n'y a pas que la France qui est visée par tout ça. On l'a vu au mois de novembre dernier, dans lequel on a vu une gigantesque opération sur Facebook et sur Twitter de visuels montrant des stars américaines, Beyoncé, Rihanna et tout ça, qui
avait des propos soi-disant anti-ukrainiens ou contre la guerre, contre le soutien européen à l'Ukraine pour essayer de déstabiliser nos démocraties. Et effectivement, c'est un sport dans lequel les Russes interdits de Jeux Olympiques sont pourtant les meilleurs sur la planète. C'est la déstabilisation du voisin par le numérique. Alors, les Russes spécialistes de la déstabilisation du voisin, on peut dire que les Américains sont les meilleurs quand même, puisqu'ils déstabilisent au-delà du voisin et très loin. Mais là, en ce moment, c'est terrible ce qui se passe. C'est volontairement créer un ennemi russe qui serait l'ennemi de la France. C'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est ce que veulent nous faire croire nos dirigeants, que ce soit Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron. Comment on va pouvoir s'en sortir si tout ce que vous avez à longueur de journée, c'est ça? Puisqu'ils sont les meilleurs, il faut hausser notre niveau de jeu. Je reprends votre métaphore sportive. Oui, comment on fait pour s'en prémunir et être meilleur qu'eux? Déjà, le problème qu'on a, nous, et vous le savez très bien, c'est que finalement, la démocratie est probablement le système qui est le moins bien doté pour se protéger lui-même. Et qu'un régime autoritaire a beaucoup plus de moyens de se défendre contre une agression extérieure que la démocratie. Et donc, quelque part, ce qui nous pose le principal problème aujourd'hui pour nous défendre, ce sont avant tout les libertés que nous autorisons, ce qui est totalement paradoxal, qui est totalement contre-intuitif et ce qui nous pose un énorme problème parce que finalement, la seule vraie manière de lutter contre les agressions numériques russes en termes de guerre de l'information, puisqu'il s'agit d'une guerre, ça serait de se transformer de ce point de vue-là, de ne plus incarner les valeurs qui sont les nôtres et que nous continuerons d'incarner. Parce que là, on en parle partout, mais ça, c'est du blabla politique. C'est la démagogie politique qui n'a rien en soi, en fait. C'est une coquille vide, c'est un mythe, parce que là, il faut... Mais regardez les réseaux sociaux, vous les voyez tous les jours, les attaques cyber. Elles sont là. Je ne les vois pas du tout. Les réseaux sociaux fonctionnent très bien. Et là, regardez les réseaux sociaux, vous verrez. L'Est de l'Ukraine. Ce pays qui accueillait de plus en plus de bases américaines, selon les aveux récents du New York Times. Le Kremlin a par ailleurs répondu à la sortie délirante d'Emmanuel Macron, estimant que l'envoi de troupes européennes en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, mais ajoutant surtout que le simple fait d'avoir évoqué cette hypothèse était un nouvel élément important dans le conflit.